après, on voit. Eh bien, bonjour à toutes et à tous pour ceux que j'ai pas salués ce matin. Et donc, on va commencer cette cérémonie commémorative par le discours que j'ai prononcé le 6 octobre 2001 sur cette place, quand on a inauguré la place et quand on a, le matin avant, créé l'association Mémoire à Vif, qui a travaillé sur cet événement pendant très longtemps. René Romanet est né le 14 novembre 1904 au village du Mazo à la Ville-Dieu. Le 14 novembre 1908, sa mère décède à 28 ans, il en a 4. Son père quitte alors la ferme et reprend son métier de maçon à Faux-la-Montagne. René et son frère vont habiter quelques années à Mercier-Ferrier chez leur grand-mère. En 1909, il rentre à l'école de la Ville-Dieu. En 1914, son père, alors maire de la commune, part à la guerre. Il sera blessé dans l'est de la France. René obtient le certificat d'études primaires et commence à travailler dans les fermes alentours. 11 novembre 1918. La Première Guerre mondiale est terminée, mais les morts sont très nombreux. René Romanet, dans son livre, cite 10 jeunes hommes de Mercier-Ferrier morts au combat. Il cite aussi les statistiques de l'époque. Les cantons de Royères-de-Vassilières et de Jansiou furent parmi les plus éprouvés du territoire national. La Grande Guerre va marquer le jeune René à jamais. À 10 ans, son père est parti. 3 de ses oncles vont mourir. Il prend déjà conscience des vrais enjeux de cette guerre. C'est à cette époque que naîtront ses sentiments pacifistes et anticapitalistes. Ensuite, René, en compagnie de son père et de son frère, est à Féchin, dans le département du Nord, où il travaille à la reconstruction. Il a 15 ans. C'est son premier contact avec la classe ouvrière et qui, dès lors, sera la sienne. Homme sensible, généreux, René côtoie l'injustice et l'exploitation. Dans l'ouvrage publié en 1988, Le chemin d'un prolétaire, il écrit « En me prononçant pour une vie meilleure pour tous les travailleurs, j'ai maudit les guerres et le capitalisme. J'ai toujours œuvré, suivant mes possibilités, à la victoire du socialisme défenseur des humbles. » En 1925, alors qu'il est au régiment, René apprend la mort accidentelle de son père pendant son travail. Sa mère et Eugène, le jeune frère de René, n'obtiendront aucune réparation. Ensuite, René Romanet s'installe comme artisan charpentier à la Ville-Dieu. En 1928, il se marie avec Alice Barbesange. Ils ont un fils, Henri, puis une fille, Marguerite. 1935 est une année d'élection. René est élu maire le 19 mai. Ensuite, c'est la guerre d'Espagne, le Front populaire, la montée du nazisme en Allemagne. René crée un comité de défense antifasciste. La Seconde Guerre mondiale est déclarée. Il est mobilisé dans les Vosges. Il y part. En 1940, quelques députés socialistes votent les pleins pouvoirs à Pétain. Il quitte alors le Parti socialiste et adhère au Parti communiste. De retour au village, il reprend la vie civile, mais très vite, et en compagnie de son épouse, il fournit de fausses pièces d'identité et des cartes d'alimentation aux personnes recherchées par la Gestapo et la police française. C'est à cette époque qu'arrivent Monsieur et Madame Fanton, nommés au poste d'instituteur à la ville. Très vite, leurs idées et leurs sensibilités politiques communes font naître amitié et confiance entre les deux hommes. Les idées de la résistance font leur chemin. Les réfractaires au STO sont nombreux. Les bois de la région se peuplent de jeunes gens. En janvier 1944 se crée le groupe de FTP légaux, la Ville-Dieu NED. Bientôt, fort de 56 volontaires, le groupe, sous les ordres du colonel Guingouin, est dirigé par Gaston Fanton, René Romanet, André Lécure de Faux-la-Montagne, Marcel Barbesange, Maurice Mados. 26 décembre 1944. Sa femme Alice, gravement malade, décède. Puis, la guerre terminée, la vie reprend ses droits ici, mais déjà, la République ressort ses armes pour défendre son empire colonial. Comment les dirigeants de l'époque, dont certains avaient combattu l'occupant allemand, ont-ils pu, dès la fin du conflit mondial, se laisser entraîner dans de nouvelles guerres?
Indochine d'abord, Algérie bien sûr. Comment ont-ils pu aussi vite oublier les horreurs nazies et, à leur tour, bafouer la liberté, la fraternité, l'égalité et les droits de l'homme les plus élémentaires? En ayant un regard de colonisateur, de missionnaire, apportant les bienfaits de la civilisation, les Français et leurs dirigeants n'ont pas voulu voir qu'ils traitaient avec des êtres humains. Oui, René Romanet, Gaston Fanton et Antoine Meunier, et tous ceux qui étaient avec eux, tous ceux qui les ont soutenus, ont eu raison, 1000 fois raison de réclamer la paix en Algérie et d'agir par ce geste symbolique du 7 mai 1956. 7 et 8 mai 1956. Un camion militaire s'arrête à la Villedieu. Les jeunes rappelés manifestent leur opposition à la guerre. La population les soutient. D'autres arrivent des villages alentours. Le matin, gendarmes et CRS investissent le bourg. Interpellés, Fanton et Romanet sont amenés à Jonsiou pour y être interrogés. René Romanet déclare prendre l'entière responsabilité de cette manifestation. Il apprendra vite qu'il est inculpé avec Gaston Fanton, Antoine Meunier et Michel Franck, un des jeunes militaires. Fanton sera incarcéré au fort du Ha à Bordeaux pendant 8 mois. Aussitôt, un comité de soutien se créa. De nombreuses pétitions circulèrent, des réunions accueillirent un public nombreux. Un élan de solidarité considérable grandit dans toute la région. Mais rien n'empêcha la justice militaire de condamner lourdement Fanton et Romanet, 3 ans de prison avec sursis et 5 ans de privation des droits civiques. Meunier, 1 an de prison avec sursis avec privation de ses droits civiques. Gaston Fanton fut également privé du droit d'exercer sa profession d'instituteur pendant 5 ans. Des peines disproportionnées, injustes, une parodie de justice pour un procès politique. Des peines cependant prévisibles à l'encontre de communistes, de pacifistes, d'anticolonialistes. Car la République française a toujours autant de mal à se pencher sur son passé colonial. Elle regardait la terre algérienne comme une propriété foncière, comme un lucratif réservoir de pétrole et de gaz. Elle regardait le peuple algérien comme une réserve de main-d'œuvre, calme et soumise. Et lorsque le peuple s'est soulevé, on a évidemment choisi la méthode la plus facile, la plus primaire, pour briser cet élan, la répression puis la guerre. Les dirigeants politiques d'alors ont remis leur pouvoir, leur mandat aux militaires. Et la plupart des gens ont détourné le regard et sont restés sourds à ce qu'ils parvenaient d'Algérie. Il fallait être courageux pour s'opposer à cela. Beaucoup ont manifesté, parlé, écrit, pleuré, mais cette guerre a duré 8 ans. 8 années de tuerie, 8 années de villages brûlés, 8 années de souffrance, 8 années de torture pour faire parler bien sûr, mais aussi pour faire taire, pour terroriser une population qui voulait sortir de la soumission. Alors oui, ils avaient raison, Romanet, Fanton, Meunier, 1000 fois raison de se battre contre l'ordre établi, la majorité silencieuse, consentante à la guerre d'Algérie, à la tuerie à Paris le 17 octobre 1961, quand les manifestants algériens se sont fait massacrer par la police française sous les ordres de Maurice Papon. Ils avaient raison, mais ils ont payé cher, eux et leurs familles. Très cher cet engagement. Ils ont payé pour l'exemple, parce qu'on ne doit pas dire la vérité quand cette vérité fait mal à entendre, parce qu'on ne doit pas discuter les ordres, l'autorité militaire, les décisions politiques prises au sommet de l'État. On ne discute pas la grandeur de la France. Et pourtant, la France a perdu la guerre. La France a perdu sa colonie. Ses enfants, algériens, français, qui sont morts là-bas. Et elle a perdu sa voix. Rien dans les manuels scolaires sur son aventure coloniale. Quelques lignes sur les événements, l'indépendance algérienne. La République a raté la décolonisation de l'Algérie. Elle a aussi raté les 40 années de relations franco-algériennes qui ont suivi. On peut dire maintenant les 60 années. Du chaos de la guerre naissent rarement les démocraties. L'Algérie est devenue un partenaire paradoxal. Amitié, haine, proximité, éloignement, protection. L'État français a soutenu parfois son homologue algérien dans ce qu'il avait de plus contestable et de plus horrible. Et une fois de plus, nous nous sommes éloignés des femmes et des hommes d'Algérie. Quand ces immigrés sont venus s'installer chez nous, on les parquait dans les bidonvilles, puis dans les foyers de sinistre mémoire. Non, la France n'en a pas fini avec son passé algérien. Il suffit d'écouter ce qui se dit
et ce qui se fait dans nos banlieues aujourd'hui pour comprendre le travail qu'il nous reste à accomplir. À la Ville-Dieu, ce travail a commencé. Tard, trop tard, mais il est en route. Il fallait une ingérence extérieure, un aiguillon, pour que près de 40 ans après, nous reprenions conscience. Alors merci à toi, Daniel Restoin. Merci à vous, les élèves du lycée Marcel Pagnol, de nous avoir remis ces événements en mémoire. Merci aux acteurs et témoins de l'époque qui sont là aujourd'hui. Et merci à Daniel Mermet qui a amplifié l'écho de ces témoignages. Mais notre travail ne s'arrêtera pas là. Ce matin, nous avons créé l'association Mémoire à Vif, qui a pour premier objectif d'obtenir la réhabilitation politique de Romanée, Fanton et Meunier. 40 ans après, nous voulons entendre la France et ses responsables demander enfin pardon, d'abord et surtout au peuple algérien. Nous voulons aussi l'entendre demander pardon à ces gens qu'elle a condamnés à tort. Nous voulons qu'elle écoute tous ces hommes qui ont aujourd'hui 65, 70 ans et qui sont revenus d'Algérie, traumatisés, abîmés, parfois anéantis à cause de ce qu'ils avaient vu, à cause de ce qu'on leur avait fait faire là-bas. Après 40 années de silence, de refoulement, la parole est de retour. Le débat est d'actualité. Il est enfin public. Beaucoup de ces appelés veulent témoigner, se libérer du poids qu'ils ont sur la conscience. Eux aussi veulent demander pardon à l'Algérie. Eux aussi réclament que l'État français prenne ses responsabilités, reconnaisse ses erreurs du passé. Alors n'attendons plus. Notre pays ne fera pas l'économie d'un retour sur son histoire s'il veut sortir du néocolonialisme, s'il veut intervenir sur le processus d'intégration actuel et appréhender autrement le monde qui l'entoure. Il est grand temps d'effectuer le travail de mémoire qui permettra la réconciliation entre les deux peuples, entre les deux pays, entre nous. L'Algérie est un pays si différent mais si proche. Nos liens culturels, sociaux sont si profonds qu'aujourd'hui nous devons d'agir avec détermination et enthousiasme pour mettre en place de nouvelles relations. Battons-nous contre ce réflexe si facile, ce repli sur soi, ce regard malsain sur l'autre qu'est le racisme. Et méditons en ces temps troublés le message de Romanée, Fanton et Meunier. Ils ont été condamnés parce que plutôt que la violence et la guerre, ils prônaient la fraternité, la paix entre les hommes. Bonjour. Cette mobilisation, 70 ans après les événements, nous la devons à ces jeunes rappelés qui refusaient d'aller tuer des personnes défendant leur pays et d'aller risquer leur propre vie pour d'obscurs profiteurs. Cette mobilisation, nous la devons aux habitants de la Ville-Dieu et de Faux-la-Montagne, qui, contre l'ordre établi, ont soutenu ces jeunes rappelés. Cette mobilisation, nous la devons à nos amis du mouvement de la paix, militants de l'époque, les Jean Penaud, Émile Parrain, Raymond et Marcel Robert, Roger Meublat, notamment, qui ont sillonné la Creuse pour informer, pour faire savoir que la pacification de l'Algérie était en fait une sale guerre coloniale commencée 120 ans plus tôt. Nous devons aussi cette mobilisation aux jeunes d'aujourd'hui, qui sont la cible des va-t-en-guerre, occupés à inventer un nouveau dispositif remplaçant le SNU. Donc c'est le SNV. Nous avons voulu ces journées pour dénoncer le colonialisme, la propagande, la censure, la répression coupable entretenue aujourd'hui encore, notamment concernant l'Algérie. Nous profitons de ces 2 journées pour dire notre respect pour le courage de ces jeunes et notre reconnaissance pour l'engagement des gens de la Ville-Dieu et de Faux-la-Montagne. Loin de tenir l'engagement des jeunes rappelés et de minimiser le soutien de la population, la brutalité des CRS et des gendarmes et l'exemplarité des condamnations prononcées par le tribunal militaire de Bordeaux n'ont fait que grandir leur comportement citoyen. Les professionnels de la guerre qui ont pris la décision de conduire ces 24 appelés vers la courtine ont fait preuve d'une étonnante légèreté.
conduire sur le territoire des jeunes en rébellion et de plus en traversant le plateau, c'était réunir les composants d'un cocktail explosif. Les Creusois n'étaient pas dupes. Leur histoire avait façonné une conscience citoyenne particulièrement solide, notamment sur le plateau. Des paysans, ouvriers maçons saisonniers, connaissaient par expérience la misère malgré le travail, l'exploitation des patrons, l'opulence des dirigeants. Beaucoup d'entre eux s'étaient engagés pour la Commune de Paris. Des femmes, promues chefs d'exploitation en l'absence des hommes, avaient acquis une légitimité économique. Cette population connaissait la guerre pour avoir fourni la chair à canon des rangs des fantassins pendant la guerre de 14-18. Les maquis du plateau, engagés contre l'occupant nazisme, témoignaient de cette solide conscience citoyenne creusoise. Le cocktail explosif a fait tomber les masques. En 1956, le pouvoir politique était engagé sur une voie colonialisme. Elle s'y embourbait et n'avait que la force pour mener sa politique. Aujourd'hui, nous avons le devoir de lutte. Nous allons continuer la lutte des gens du plateau. Refusons un système international dans lequel la loi du plus fort conduit à nier les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes et conduit inéluctablement à l'usage de la violence. Le droit international existe, il doit être respecté. Maudite soit la guerre. Après la musique, ce sera à toi. Quand nous chanterons le temps des cerises, et même nos cœurs seront sans frères. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, s'il pleuvra bien mieux, le verre il est bien court, le temps des cerises, où l'on s'en va deux, cueillir en rêvant des pendants dorés. Cerises d'amour, aux robes pareilles, tombant sur la feuille, en gouttes de sang, mais il est bien court, le temps des cerises, pendant de corail conquérant le vent. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des chagrins d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant refaite ne saura jamais calmer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Je vais mettre là, mais je vais
m'a collé au mur, à ce mur historique. C'est bon. Bien, bonjour, donc je m'appelle Yves Jean Gallas, je suis au Bureau national du mouvement de la paix et jusqu'à quelques mois derrière, j'étais responsable du mouvement sur la région parisienne. Mais je voudrais surtout dire combien je me sens honoré et heureux d'être avec vous, parce que ce que j'entends depuis hier matin, c'est vraiment, je crois, l'esprit le plus fondamental, le plus vrai du mouvement de la paix. Et je remercie Monsieur le maire comme Muriel de tout ce qui a été dit. Et ce qui me paraît important, c'est que quand on parle de la guerre d'Algérie, là, on en parle dans l'esprit de la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a toute une continuité qu'on essaye, enfin que notre gouvernement, nos présidents respectifs, enfin successifs, pardon, ont essayé de nous faire oublier, c'est que cet esprit de résistance, il reste extrêmement vivace. Et je pense que c'est un des rôles que nous pouvons avoir. On n'est pas les seuls au mouvement de la paix, mais c'est un des rôles qu'il est important qu'on continue à faire dire et à faire savoir. Et pour ceux qui sont membres du mouvement de la paix, je crois qu'on est dans un moment extrêmement important, puisqu'on a notre congrès national au mois d'octobre et prochain. Et donc, je pense que cette vitalité que vous avez su exprimer, il est important que de diverses manières, ça transpire et que ça inspire tous nos débats qui auront lieu dans les Bouches-du-Rhône, donc au mois d'octobre. Je me permets de dire ça. Donc là, on essaye, Macron entre autres, on essaye, de faire oublier tout, bon, ça a été dit, toutes les guerres coloniales, etc. Paraît-il, la France n'est plus en guerre depuis 1945. On oublie évidemment l'Indochine, l'Algérie, mais aussi les militaires français au Kosovo dans cette guerre de Yougoslavie, qui est une des guerres abominables sur le sol européen là, où la France est présente, hein, etc., etc. Donc tout ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Et il faut surtout que l'on garde en tête ce qui est à l'origine du mouvement de la paix, c'est ce combat contre la militarisation des esprits, cette espèce d'infamie qu'on essaye de mettre dans nos têtes en disant que finalement la guerre est la solution pour aller à la paix. Je crois qu'il faut évidemment dire totalement le contraire. Il y a une magnifique banderole là qui le dit, et ça mérite d'être fait. Donc on assiste à une militarisation des esprits, et ça fait, enfin une tentative, paraît-il, ça fait donc 7 ans qu'on nous dit, qu'on nous rabâche, que bientôt sur le sol européen, la France sera prise dans une guerre. Il reste 3 ans, merci Monsieur Macron. Il y a encore le chef d'état-major récemment qui disait que à nous, parents, grands-parents, je suis aussi arrière-grand-père, il faut qu'on accepte que nos enfants, petits-enfants, etc., meurent à la guerre. Je pense que là, on est dans une infamie générale qui est abominable. Excusez-moi d'être un peu fort dans mes propos, mais il y a un tel scandale. Et quand on voit ce que nos aînés ont pu faire ici et un peu partout en France, je pense qu'il faut qu'on soit au niveau justement de cette réaction. Et le mouvement, c'est la vocation du mouvement de la paix, et sinon on ne serait pas. Et moi, ce qui me rassure, c'est que, par exemple, dans le cadre du SNU, le service national universel, qui est devenu le service national volontaire, qui va démarrer, enfin qui est en train de démarrer, et surtout cet été, il y a un certain nombre de mouvements de jeunes qui se sont mobilisés un peu partout en France. Il y a des mobilisations, enfin il y a des plutôt, il y avait une caravane que la ministre de l'époque avait organisée un peu partout en France, avec, je ne sais plus, je crois 7 ou 8 étapes dans des grandes villes françaises. Sur la moitié d'entre elles, les jeunes ont empêché que la caravane s'arrête. Donc là aussi, c'est important qu'on soit à l'écoute de ces jeunes, qu'on les écoute, qu'on voit comment les aider,
et comment on peut justement contrecarrer cette tentative de militarisation. Et donc la militarisation, ça passe aussi par tous les discours qu'on entend. Bon, je ne vais pas parler de l'OTAN et de l'Union européenne. L'Union européenne est à la solde de l'OTAN. La défense de l'Union européenne a été confiée par les pays de l'Union européenne à l'OTAN. Et il faut qu'on dise merci parce que ça nous rapporte, enfin, c'est un scandale intégral. Et histoire de bien boucler la boucle, les États-Unis ont imposé à l'Union européenne qu'avant d'adhérer à l'Union européenne, les nouveaux pays adhèrent d'abord à l'OTAN. Et donc il y a 5 pays du Balkan là, qui sont en train d'attendre, qui ont adhéré à l'OTAN et qui peut-être un jour... bon, je ne vais pas rentrer dans les débats, mais donc là, cette espèce de pieuvre à 32 pattes, alors que les pieuvres en ont 8, donc c'est une simplification. Cette pieuvre fait partie vraiment des grandes menaces que nous avons. Je voudrais juste dire 2 choses. On parlait de l'Algérie, je crois qu'on a des tas de liens, bien sûr, avec ce grand pays. Ça a été dit de nombreuses fois, et je ne partage évidemment pas, mais je partage évidemment, il ne s'agit absolument pas de minimiser. Je crois qu'il y a une discussion qu'il faudrait qu'on ait avec nos amis algériens sur cette question de militarisation. L'Algérie a le plus gros budget des armées d'Afrique. Et ce budget représente un petit peu moins, ou un petit peu plus que le tiers du budget de la France. Donc on est dans les amis qui nous sont chers au cœur, justement, sont en train, semble-t-il, de prendre un mouvement assez grave. Et je crois que c'est important que nous, on fasse part de notre expérience, des raisons pour lesquelles la militarisation est une chose qui pousse à des choses abominables. Donc je tenais à donner ça, parce qu'en général, c'est un point qu'on ignore. C'est un chiffre qui date de 3 semaines, hein, donc c'est des chiffres 2025. Et bien sûr, tout ce qu'on peut faire d'amitié, de collaboration, de coopération avec eux, il faut absolument le faire. Et donc je terminerai juste en mentionnant que c'est important que votre expérience, enfin votre expérience actuelle, mais aussi toute l'expérience qu'il y a depuis de nombreuses années, qui ont été rappelées avec bonheur tout à l'heure, y compris l'expérience bien sûr d'Alpandi-Echti, qui est un des objets de notre rassemblement, et c'est une très belle chose. Donc je pense que là, il faut que ce soit connu, il faut en parler par tous les moyens possibles. Et je profite de la présence de la rédactrice en chef de Planète Paix pour dire tout ce qui a été dit sous une forme ou sous une autre. Il faut voir comment le faire de la meilleure manière. Il pourrait y avoir des tirés à part, il pourrait y avoir, enfin bon, bref, tout ça, je crois que c'est des mémoires de la résistance sous toutes ses formes qu'il est important que nous maintenions. Donc, je vous remercie et à bientôt. Si. Oh, vous m'entendez pas mal? Non, mais c'est pas tout de suite. C'est bien, c'est bien. Oui, on a chanté le temps des cerises tout à l'heure et ça me faisait penser à ces commémorations et ces hommages du mois de mai. C'est peut-être le mois où il y a le plus de commémorations et d'hommages. Alors malheureusement, beaucoup de ces commémorations, c'est pour honorer des drames et des épisodes de notre peuple ou d'autres peuples qui... on a évoqué le 8 mai hier, le 8 mai à Sétif et les milliers de morts sous les bombardements de la France coloniale. On commémorera demain, le 10 mai, l'abolition de l'esclavage et de la traite négrière. Ce
sont 15 millions d'Africains qui ont péri dans cette sauvagerie, il faut bien l'appeler comme ça. Et puis également, dans quelques jours, on va honorer la Commune de Paris de 1870. Et malheureusement, la semaine sanglante du 21 au 28 mai, où 30 000 Parisiens ouvriers et ouvrières périrent sous les balles des Versaillais. Alors, il n'y a pas que des commémorations de ce type, mais l'histoire nous sert aujourd'hui. Elle nous sert aujourd'hui. Alors, il y a des événements beaucoup plus heureux. Mois de mai 1936, il y a des millions de travailleuses et travailleurs en grève, pour la première fois, qui occupent les usines. Ce n'était pas une tradition dans le mouvement ouvrier français, mais c'est la première fois qu'ils occupent les usines. Et ce qui va déboucher au mois de juin, nous le savons, sur les accords Matignon, les congés payés, les contrats collectifs et la semaine des 40 heures. Il y a des dates comme ça, et je me souvenais également, nous avons fait une petite contribution dans le livre de René Romanet sur ce qui s'est passé à la Ville-Dieu en 1956, en mettant ça en rapport avec le fait que ces 24 soldats, quand ils se sont arrêtés ici pour dire « on ne veut pas aller en Algérie, on ne veut pas faire la guerre », ne savaient certainement pas qu'à quelques kilomètres de là, à Jansiou, il y avait un petit enfant, un petit écolier en sabots qui disait « maudite soit la guerre » et qui symbolisait le fait que la population de Jansiou, comme la population creusoise, comme beaucoup de populations, n'en voulaient plus de ces guerres. Et ces soldats qui sont arrêtés et qui ne voulaient pas aller à la Courtine ne savaient pas non plus qu'à la Courtine, il y avait eu quelques 40 et quelques années plus tôt, des milliers et des milliers de soldats russes qui étaient en mutinerie parce qu'ils refusaient de continuer à se faire tuer et à tuer eux-mêmes. Ils étaient arrivés là le 26 juin, après l'offensive du chemin des Dames, où ils avaient perdu 5000 des leurs, et ils exigeaient de rentrer dans leur famille en Russie, où la révolution avait commencé au mois de février. Donc il y a un lien entre toutes ces affaires, Jansiou, la Courtine et ce qui s'est passé à la Ville-Dieu. C'est un peu la Creuse résistance, c'est en fait ces liens très forts que des populations impriment à travers les âges. Et je crois que notre présence hier, notre présence aujourd'hui, c'est pour que ce lien il s'opère encore aujourd'hui. Alors hier, on a beaucoup parlé des insoumis, des réfractaires et des mutins. Eh bien, pour pas être plus long, avec Loïc, on voudrait vous interpréter une chanson qui s'appelle « Mutin de 1917 ». Vous n'êtes pas aux monuments aux morts, vous n'êtes même plus sur les mémoires, comme vos compagnons de la mer Noire. Vous êtes morts et 2 fois morts. À vos petits-enfants, l'on ne répète jamais comment finit leur grand-papa. Il y a des choses dont on ne parle pas. Mutin de 1917. Sur votre dos, les Joffre et les Nivelles faisaient carrière dans les états-majors. Leur humeur décidait de votre sort. Aujourd'hui, qui se le rappelle, au lieu de s'emmerder en garnison, au lieu de piétiner au même grade, c'était fini le temps de l'empoignade. Vous parlez d'une belle occasion. Vous aviez fait tant d'assauts inutiles, juste pour forcer le communiqué. Vous vous sentiez tellement cocufié
tellement pris pour des imbéciles, que vous avez voulu que ça s'arrête, cet abattoir tenu par la patrie, cette nationale charcuterie, mutin de 1917. Avant l'attaque, arrivaient les cercueils, et vous coupiez votre main sur la planche, tout juste si le crêpe à votre manche n'attendait votre propre deuil. Par malheur, la France n'était pas prête, se révolter lui paraissait énorme. Elle pleurait devant l'uniforme, mutin de 1917. L'histoire vous a jeté dans ses égouts, cachant sous les flots de ces Marseillaises qu'une bonne moitié de l'armée française rêvait de faire comme vous. Un jour, sortirez-vous des oubliettes, un jour verrons-nous gagner votre cause. J'en doute à voir le train où vont les choses, mutin de 1917, mutin de 1917. Mesdames, Messieurs, chers camarades, chers amis, nous sommes réunis à la Ville-Dieu pour commémorer des faits qui, 70 ans après, continuent de nous parler avec une force intacte. Le 7 mai 1956, dans un contexte de guerre coloniale en Algérie, 24 jeunes soldats refusent de partir pour ce qu'on appelait alors des opérations de pacification. Leur geste, ici même, est simple et immense. Dire non à une guerre injuste. Avec eux, des habitants se lèvent, les soutiennent et bloquent un camion militaire. Ce moment de courage collectif prend tout son sens lorsque la répression s'abat dès le lendemain. Le village est investi, les forces de l'ordre interviennent, les trois figures locales paient le prix de cet élan de conscience. René Romanet, maire de la Ville-Dieu, sanctionné pour avoir incarné la responsabilité démocratique face à la raison d'État. Gaston Fontan, instituteur de Faux-la-Montagne, dont l'engagement rappelle que l'école est aussi un lieu de conscience. Antoine Meunier, vétéran, mutilé de la guerre de 39-45, qui avait déjà trop vu pour accepter qu'une autre guerre se fasse au nom du peuple. À travers eux, c'est toute une chaîne de solidarité et de courage populaire qui s'exprime. Mais nous voulons aussi rappeler que leur combat s'inscrivait dans une histoire plus vaste, celle des femmes et des hommes qui, en France, refusèrent la guerre coloniale et eurent le courage de s'opposer à l'inacceptable. Parmi eux figure Alban Liechti. Jeune appelé communiste, Alban Liechti adressa en 1956 une lettre au président de la République pour déclarer qu'il refusait de participer à la guerre d'Algérie. Il refusait qu'en son nom soit commise la domination coloniale, les exactions, la négation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Pour cet acte de conscience, il fut emprisonné, condamné, persécuté. Mais il resta fidèle à ses convictions jusqu'à la fin de sa vie. Ce que nous commémorons aujourd'hui, ce n'est pas seulement un épisode local. C'est une mémoire vive de la résistance à la guerre coloniale, une mémoire qui éclaire encore notre présent. Car les logiques de domination, les guerres dites propres, les discours de haine et de rejet de l'autre continuent de traverser nos sociétés. Décoloniser la mémoire, c'est refuser que ces héritages invisibles continuent
d'alimenter le racisme, les discriminations et les divisions. L'ARAC, l'Association républicaine des anciens combattants, porte depuis plus d'un siècle une exigence claire. Plus jamais ça. Plus jamais la guerre comme horizon des peuples. Plus jamais la négation de la dignité humaine. En honorant René Romanet, Gaston Fonton, Antoine Meunier, les habitants solidaires de Lavilledieu et des hommes comme Alban Liechti, nous affirmons que le courage n'est pas seulement celui des armes, mais celui du refus. Et nous rappelons qu'il existe toujours un choix, celui de la paix, de la fraternité et de l'universalisme. C'est ce choix que nous voulons continuer de faire vivre. Monsieur le maire, cher Thierry, chers amis de Mémoire à Vif, chers amis du Mouvement de la Paix, du Comité Creusois bien sûr, mais aussi du National et de la Corrèze, je voudrais saluer cette initiative au nom du Conseil national de l'ACA, Agir contre le colonialisme aujourd'hui, qui est une association qui a été cofondée entre autres par Henri Alleg, l'auteur du livre La Question, qui a vraiment fait connaître en grand l'existence de la torture systématique pendant la guerre d'Algérie, et par Alban Liechti, donc, auquel une exposition est consacrée derrière, premier soldat du refus. Cette association a été créée précisément pour réhabiliter les personnes qui avaient été condamnées pour avoir pris fait et cause contre le colonialisme, et aussi pour transmettre la mémoire des combats anticoloniaux du passé en faisant le lien avec les luttes anticoloniales d'aujourd'hui, et je pense aujourd'hui à la Palestine, à la Kanaki, à la République sahraoui, et aussi avec la dénonciation du néocolonialisme et de toutes les survivances de la pensée coloniale qui ressurgit beaucoup aujourd'hui à travers les comportements d'un Donald Trump, mais aussi à travers des propos de certains de nos dirigeants, y compris jusqu'à notre président de la République. Alors nous nous réjouissons de participer à ce moment, faire savoir qu'il y a eu des résistances à la guerre coloniale jusque dans l'armée du colonisateur, montre à notre jeunesse que même face au rouleau compresseur de la propagande guerrière, il y a des gestes qu'on peut faire, qu'on peut suivre notre conscience et désobéir, et que même si ces gestes sont réprimés, ça compte pour l'avenir, on le voit aujourd'hui, pour préserver les possibilités d'amitié entre les peuples concernés. Et c'est particulièrement important en ce qui concerne l'Algérie, avec ce que vient de dire Yves-Jean Gallas sur les dépenses militaires de chaque côté de la Méditerranée, avec les tensions diplomatiques très fortes depuis ces 2 dernières années, et l'instrumentalisation de ces tensions, notamment à droite de l'échiquier politique, où l'Algérie est parfois présentée comme notre ennemi de demain. Et c'est d'autant plus important qu'il y a beaucoup d'habitants de notre pays qui ont des histoires familiales liées à l'Algérie, soit par la guerre, soit par les émigrations successives. Maudit soit le colonialisme, vive la paix, l'amitié, et vous êtes tous ici, puisque vous êtes là, des pacificultrices et des pacificulteurs. Vive la pacificulture! Oui, donc moi je me permets de reprendre le micro parce que au niveau du comité de la Creuse, du mouvement de la paix, le fil rouge de notre année, c'est la lutte contre le colonialisme. Et le 31 mai, donc à la fin du mois, le 31 mai, il y aura les Arts en paix qui se trouvent donc au Martinat à Boussac-Bourg, sur lesquels il va y avoir beaucoup d'interventions, donc un Kanak qui doit être présent. Il y a un Colombien, un écrivain colombien qui sera présent aussi, qui nous parlera donc de la colonisation
donc en Amérique du Sud. Il y aura, si je risque d'en oublier, il devrait y avoir la femme d'un poète algérien qui viendra lire donc des textes de son époux, qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Il y aura des colloques. Donc c'est vraiment contre l'histoire qui ne passe pas, contre l'effacement politique et contre l'oubli coupable. Donc il y aura des débats, des films. Et ça, c'est le 31 de 10h à 20h au Martina, sur Boussac-Bourg. Donc vous trouverez à l'intérieur de la salle des petits papiers comme vous avez là. Vous les trouverez. Donc venez nombreux, c'est toujours très intéressant de pouvoir parler et d'échanger avec des personnes qui vivent ou qui ont vécu le colonialisme. Voilà, merci à vous. Je rappelle en même temps, parce que je vois le comité Sud Vienne, pour ceux qui sont plus ailleurs, que eux aussi, ce même week-end, le 30 et le 31, le 31, donc le 31, qui font aussi une action pour la paix à cette période-là. Merci. C'est normal. Oui, merci Muriel. Moi je voulais rajouter quelques informations sur ce qui se passe aujourd'hui encore sur la montagne Limousine dans ce thème-là. Bon, on a parlé tout à l'heure de la guerre et notamment la guerre en ce moment entre la Russie et l'Ukraine qui pour nous est une guerre coloniale. Et il y a 4 communes de la montagne Limousine. Et je salue le maire de Jansiou qui est là, Benjamin, avec nous. Donc Faux-la-Montagne, Jansiou, Saint-Martin-Château et la Ville-Dieu, et bientôt sans doute rejoint par une 5e commune. On a engagé un projet de coopération avec une commune ukrainienne en Transcarpathie, Sichnie-Nichtier, qui est une commune très rurale, très agricole. Et on a un projet de coopération ils ont des gros problèmes d'eau potable et d'assainissement. Et donc il y a une délégation creusoise qui a été les rencontrer au mois d'octobre. On a reçu une délégation ukrainienne là au mois de février, ou fin janvier. Et on a partagé plein de choses. C'est des gens qui sont très proches de nous, qui sont évidemment contre la guerre qu'ils subissent, mais qui s'organisent, qui résistent. Et en tout cas, nous, notre façon de leur apporter le soutien qu'on désire, c'est de participer à ce projet de coopération et sans doute de travailler sur un projet de jumelage, parce qu'eux, ils sont très contents de ce projet sur l'eau potable et l'assainissement. Là, il y a encore une jeune femme qui habite à Fétain, mais qui a longtemps habité ici, qui a déjà fait une mission d'une semaine et qui repart à la fin du mois pour apprendre aux habitants à monter de la phytoépuration chez eux à très bas coût, puisque là-bas, il y a encore beaucoup d'artisanat local et on peut faire des protocoles de phytoépuration à très bas coût. Et au-delà de ça, on va sans doute établir des liens déjà sur la forêt, puisque eux aussi sont dans des luttes forestières. Il y a du pillage dans des forêts primaires de hêtres. C'est eux qui ont, dans Transcarpathie, il y a les plus grandes forêts de hêtres d'Europe. Et évidemment, dans un pays en guerre, où la plupart des forêts appartiennent encore à l'État, eh bien, les oligarques et les trafiquants de tout pays vont se servir allègrement au détriment, évidemment, des habitants. Il y a une autre lutte en cours aujourd'hui, c'est sur la future expulsion demandée par l'État d'un jeune migrant qui habite déjà depuis plusieurs années, parce qu'il est arrivé mineur à Faux-la-Montagne. À Faux-la-Montagne, il y a une tradition d'accueil très longue. Les migrants sont pris en charge par les habitants financièrement. Il y a des adolescents qui bénévolement leur apprennent le français quand ils ont besoin. Et il y a 12 ans exactement, il y a plusieurs listes municipales ici sur la montagne qui avaient écrit un programme commun. C'est assez rare en France que des communes se regroupent pour écrire un programme commun. Il y avait 7 grands thèmes, évidemment, qui touchaient sur la vie des gens, mais il y avait un thème qui nous semblait, nous, très important, qui portait le titre « Il n'y aura pas d'expulsion sur la montagne Limousine ». Et pour l'instant, on s'y est à peu près tenu. Il n'y a pas eu d'expulsion. On a toujours été au tribunal administratif, on a toujours défendu ces jeunes gens face à l'État français. Et encore aujourd'hui, ce jeune Abdoulaye, qui est déjà transféré à Bordeaux
pour l'éloigner de la montagne et de ses soutiens, eh bien, on va essayer aussi de l'empêcher d'être expulsé vers son pays d'origine. Voilà, pour vous dire aussi que toute cette histoire et ces histoires qui viennent de très loin sur la montagne limousine, hein, cette histoire politique, sociale, eh bien, elle perdure, elle est cultivée par les habitants, évidemment, par les autochtones, mais aussi par les jeunes et les moins jeunes qui viennent s'installer ici sur le territoire, parce qu'ils sentent que voilà, il y a une certaine ambiance. Moi, je dis toujours, l'accueil, c'est l'ambiance qu'on met dans le lien social, dans le lien intergénérationnel et dans la bienveillance qu'ont les gens entre eux et l'attention qu'ils portent à leurs voisins et aux gens qui vivent loin d'eux, mais qui partagent nos valeurs universalistes. Merci. On va finir en chanson, rien de tout ça n'était prévu, mais c'est pas grave, on se débrouille, on y arrive. Je voudrais préciser quelque chose. Tout à l'heure, il était évoqué que certes, il n'y avait pas eu de guerre mondiale depuis 1945, mais qu'il y avait des guerres un peu partout. La Fédération de la Libre Pensée a fait un travail de recherche qui aboutit à le dénombrement de 301 conflits dans le monde qui ont eu lieu depuis 1945, ayant produit au moins 48 millions de morts. D'accord ? Alors, il n'y a pas de conflit mondial, peut-être, mais 48 millions de morts. Donc, ce à quoi les libres penseurs, en tout cas, aboutissent, c'est de dire que tant qu'il y aura des armes et des armées, de toute façon, il y aura des guerres. Mais la question de leur abolition n'est que le début du processus. Il faut exiger l'abolition des armes et des armées, ça c'est une chose, et commencer par le faire. Parce que s'il n'y en a pas qui commence, ça ne se fera jamais, si on attend que tout le monde soit d'accord. Là, oui, il faut le désarmement unilatéral, et notre pays pourrait s'honorer de faire ça, mais on est bien mal barré pour être là. Donc, si certes ces idées semblent minoritaires, il n'empêche qu'il faut quand même qu'on se les ancre. Parce que si on ne se forge pas à l'idée que c'est bien ça qu'il faut, de toute façon, c'est à ça qu'il faudra aboutir. Mais si la bombe explose entre-temps, je ne sais pas combien de personnes pourront profiter d'un après-guerre. Vous comprenez? Donc, c'est un vrai sujet. Parce que le sujet plus important, après ce premier jalon, ça sera de définir le moyen d'établir des rapports entre les peuples qui échappent aux rapports de violence. Il y a l'ONU comme base, mais l'ONU a été construite par les pays dominant la planète, avec des règles qui sont à leur service. Et aujourd'hui, on le voit bien, combien de résolutions qui s'imposent à Israël ne sont pas appliquées, et on en voit toutes les limites, mais on a cette base, donc on pourrait la rénover, en faire autre chose. Mais en tout cas, il faudra quelque chose, et c'est ça le plus important. C'est qu'est-ce qu'il faut, comment on va faire pour que les hommes décident de ne plus avoir de rapports de violence entre eux quand ils auront des différends ou quelque chose à régler, quoi. Et ça, c'est une vraie question. Alors évidemment, il y a le capitalisme qui passe par là, quoi. Mais le capitalisme, lui, évidemment, que si on abolit les armées et les armes, il est bien possible que le capitalisme en prenne un coup fatal. Alors oui, il faudra se débarrasser du capitalisme. Mais il y aura peut-être d'autres ismes à la place du capitalisme. Alors, voilà, quoi. Oui, bien sûr qu'il faut se débarrasser de ces systèmes qui encouragent ça. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est de terminer avec une chanson. Alors, la Révolution française a fait naître quelque chose qui a donné envie au peuple de se retrouver autour de quelque chose. Alors, la République est née, donc ce qui est déjà pas mal, c'était une chose, mais aujourd'hui, on voit bien à quel point elle est maltraitée. Et puis, du coup, il est né une chanson pour fédérer un peu tout ça. Ça a été la Marseillaise, qui est certainement l'hymne le plus populaire du monde, le plus connu dans le monde, qui a été transformé maintes et maintes fois. Mais cet hymne, vous savez, il ne fait que dire qu'il faudrait que les gens se reconnaissent dans quelque chose. Bon.
Moi, comme je suis contre les frontières, je m'en fous un peu d'un hymne en tant que tel ou d'un drapeau, de je ne sais quoi. Mais en tout cas, on a un poète très inspiré, contemporain, vivant aujourd'hui, de l'acabit de notre ami qui a bien voulu hier nous faire un spectacle, et ceux qui l'ont raté ont raté quelque chose de très chouette, avec beaucoup d'humanité et beaucoup de simplicité, mais beaucoup d'humanité, de poésie et de bon sens. Et il s'appelle Yves Lecar, et il a écrit un texte qui s'appelle La Fraternelle. Et il l'a bâti sur l'air de la Marseillaise, mais nous, on a trouvé que le texte était fort bien. J'ai même, moi, proposé qu'il vienne remplacer carrément officiellement celui de la Marseillaise. J'ai fait ça par écrit, mais vous voyez que c'est pas demain matin qu'on aboutira. Mais ce texte est vachement bien, on va vous le chanter. Mais l'air de la Marseillaise nous disait, c'est quand même... C'est magnifique d'un point de vue musical, mais c'est très militaire. Alors non, je dis, ça va pas avec un truc trop militaire. Alors, on va bousculer un peu tout ça, et au lieu de faire un truc à 4 temps bien militaire, on va se faire une Marseillaise à 3 temps, extraordinaire, et puis avec un texte qui va pas trop mal avec. La Fraternelle de Yves Lecar. Prenez un peu, quoi. Allons enfants, sans nulle haine colporter dans le monde entier notre choix d'une paix prochaine, dans l'entente et dans l'amitié, dans l'entente et dans l'amitié. Entendez-vous dans les campagneries fait chanter tous les enfants, dont les sourires triomphants sont autant d'espérances qu'on gagne, sans armes citoyens, dans la conciliation, chantons, chantons, et que nos voix répondent la raison. N'avons-nous pas dans notre histoire versé suffisamment de sang? N'avons-nous pas dans nos mémoires l'image de ces innocents, l'image de ces innocents qui pour des causes qu'ils ignorent dorment sous la pierre à jamais? Par respect pour eux, s'il vous plaît, déclarons la paix qui nous honore. Sans armes, il y a moyen de vivre à l'unisson. Chantons, chantons, et notre voix ouvrir à l'horizon. Dès aujourd'hui, dans les écoles, enseignons la fraternité. Trouvons de nouvelles paroles à nos hymnes de liberté, à nos hymnes de liberté. Que l'histoire de nos ancêtres ne crée pas de nouveaux combats. Au contraire, unissons nos bras pour qu'un rêve commun puisse naître. Sans armes, tout va bien, le monde tourneront. Chantons, chantons, pour que l'on voie mettre enfin la raison. Sans armes, tout va bien, le monde tourneront. Chantons, chantons, pour que l'on voie naître enfin la raison. Et voilà le futur hymne. L'intermittent du spectacle, il arrête. J'ai pas eu mon nombre de cachets, ça se voit, vous voyez, je trouve.
J'avais trop chaud au soleil.